La famille recomposée. C'est un grand sujet parce que je dirais, c'est un sujet qui est d'actualité dans toutes les sociétés occidentales. Pourquoi il est d'actualité? Parce qu'on a de plus en plus de familles recomposées. Alors, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Oui, il y a 20-25 ans, en tout cas au Québec, hein, pour ce que je connais du Québec, les familles recomposées, c'était 6-7% de la population. Maintenant, on est plus près de 14% de la population. Alors, pourquoi? Ben parce qu'effectivement, c'est pas parce que notre première famille, notre premier couple, plus exactement, n'a pas marché, parce qu'on reste parents quand même, de toute façon, même si on est séparés. Du moins, c'est ce qu'on souhaite, que les gens restent parents. Mais le couple conjugal n'a pas marché. Donc faire une famille recomposée, eh bien, ça va venir rapidement à l'idée des gens parce qu'ils ont le désir de refaire un couple. Et c'est là où il y a un problème. C'est que dans une famille habituelle, on fait un couple conjugal et une fois que le couple conjugal est assez solide, on va faire des enfants. Parce qu'on se dit maintenant, on peut passer à une autre étape. Et là, on a fait les enfants avant de faire le couple conjugal. Alors, on est attiré par un conjoint ou une conjointe, et puis tout d'un coup, ben oui, mais il y a le problème des enfants. Donc, se mettre en couple, ça va faire qu'on va créer une nouvelle famille, recomposée, avec des fois des temps partiels pour les enfants, etc. Alors évidemment, ça crée un problème, c'est que le problème essentiel pour moi, c'est que le couple conjugal va se faire alors que la famille est faite. Donc le couple conjugal va mettre du temps à se faire. Habituellement, on fait le couple conjugal, puis on fait les enfants. Là, les enfants sont faits. Et donc, le couple conjugal, ben, il n'a pas beaucoup de place. La difficulté, c'est que les gens qui ont vécu des séparations, d'abord, souvent, ils ont vécu une période de monoparentalité, où ils se sont retrouvés tout seuls, ce qui a créé des liens particuliers avec les enfants, souvent des liens très forts. Et on a souvent dans les familles monoparentales un enfant qui est parentifié. Donc le grand garçon qui devient un peu le conjoint substitut ou le papa substitut pour la maman, et la grande fille qui devient un peu la conjointe substitut et la maman des autres enfants. Ce qui fait que quand il voit arriver ces enfants-là, une pièce rapportée, un tiers, ben ils ne l'accueillent pas à bras ouverts. C'est bien rare qu'ils l'accueillent à bras ouverts. Parce que ça veut dire que ben, l'enfant qui a été parentifié va perdre sa place. Le temps que maman nous donnait parce qu'elle était toute seule avec nous, le temps que papa nous donnait parce qu'il était tout seul avec nous, là, il va être considérablement diminué. Donc on va en vouloir beaucoup à ce nouvel arrivant qui y est pour rien. Lui, il aime papa ou il aime maman, enfin peu importe. Ou elle aime maman. Mais les enfants vont avoir beaucoup de difficultés à laisser de la place au couple. Et comme les parents sont souvent très culpabilisés de leur désunion, de la première union qu'ils ont eue, et qu'ils se disent « j'ai fait vivre, c'est épouvantable ce que j'ai fait vivre à mon enfant », j'exagère, mais souvent les parents sont très culpabilisés. Donc ils vont toujours vouloir réparer la blessure qu'ils ont donnée à leur enfant, et ils vont complètement négliger leur couple conjugal. Et on se trouve souvent devant des familles où on fait tout pour la famille recomposée, et on oublie que notre couple, il est fragile, que notre couple, il est en train de se constituer, qu'on n'a pas eu cette fameuse lune de miel, parce que cette lune de miel, ben, elle n'a pas pu exister, parce qu'on était déjà parents, donc c'était bien difficile de partir dans des rêves, dans des illusions. Alors, on va négliger ce couple conjugal. Et ça, je crois que c'est la plus grande difficulté d'une famille recomposée. Donc il faut redonner à la famille recomposée, il faut redonner au couple, dans la famille recomposée, une place. Et il va falloir le faire reconnaître par tous les enfants. Et les enfants, votre maman ou votre papa a besoin que son nouvel ami, sa nouvelle amie, ben, ils aient besoin de temps pour eux. Alors quand on explique très clairement aux enfants, ça va bien, mais c'est rare que les parents l'expliquent aux enfants.
Donc, au contraire, ils vont tout faire. Et ils vont même se donner des interdits. Ne t'occupe pas de mes enfants, c'est moi qui m'en occupe. Sauf que les problèmes de discipline dans la vie de la famille, de discipline immédiate, de la vie de tous les jours, ça concerne les deux. On n'est plus chez maman ou chez papa, on est chez les deux, le nouveau couple. Et tout ce qui concerne la vie immédiate, ben, les deux adultes devraient se partager l'autorité face à la discipline. Ceux qui font rarement parce que ah ben non, c'est tes enfants, ah ben non, c'est les tiens. Alors ça pose un problème. Au niveau des enfants, il y a un autre problème aussi. Par exemple, j'ai l'exemple d'une famille où la madame avait 2 enfants de 14 et 10 ans et le monsieur avait 2 enfants de 15 et 7 ans. L'aîné est resté l'aîné, mais l'aîné de madame est devenu le deuxième. Le bébé de madame est devenu le troisième. Il a perdu sa place de bébé, un peu d'enfant roi, si tu veux. Alors évidemment, ce que ça fait, ben, ça fait, quand on se retrouve ensemble, les rangs sont mêlés, les rôles sont mêlés. Je ne suis plus l'aîné, je ne suis plus le bébé, je ne suis plus l'enfant du milieu, j'ai une sœur alors que je n'en avais pas, etc. Donc la recomposition de la fratrie pose un sérieux problème, parce qu'il va falloir faire comprendre aux enfants que, ben, malgré qu'on perd certains privilèges, comme par exemple le rôle d'aîné, ben on fait des gains aussi. Alors il va falloir être très très ajusté dans nos interventions auprès de la fratrie pour que les pertes liées à la recomposition familiale soient oubliées. Et puis, généralement dans une famille, il y a un vécu. Il y a un vécu partagé. Ce vécu partagé repose beaucoup sur des rituels. Les rituels, ça crée une appartenance, un sentiment d'appartenance. Si j'ai un diplôme de psychologue, de psychoéducateur, de conseiller d'orientation, etc., j'appartiens à la grande famille des psychologues, des conseillers d'orientation, etc., etc. Bon, il faut des rituels dans une famille pour dire que j'appartiens à cette famille. La nouvelle famille, elle n'en a pas de rituels. On a les rituels de l'ancienne famille. Alors il va falloir en créer des rituels. Par exemple, on va fêter tous les ans le jour où maman a rencontré son nouveau chum pour la première fois. On va fêter l'arrivée des enfants dans la famille quand on s'est retrouvés ensemble pour la première fois. On va avoir un petit signe de ralliement particulier. Il va falloir créer des rituels pour créer un sentiment d'appartenance à la nouvelle famille. Et ça, on le néglige trop souvent. On s'imagine, bah oui, on fait une nouvelle famille, c'est sûr que ça va être facile. Non. Une vie familiale, ça repose depuis le début de l'enfance sur une série comme ça de petits rituels, de rôles, d'alliances entre les enfants, de gratification, de frustration aussi, mais qui ont fait qu'on a créé finalement un sentiment d'appartenance à la famille. Alors il va falloir recréer ça au niveau des enfants. Donc les 2 grands problèmes d'une famille recomposée, c'est donner sa place au couple conjugal, qui n'en a pas assez, et créer des sentiments d'appartenance à une nouvelle famille, ce qui ne nous empêche pas d'appartenir à l'ancienne. Mais on va créer de nouveaux rituels, de nouveaux sentiments d'appartenance. Ça peut être un album photo, ça peut être toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Ça, c'est les 2 grandes difficultés. Puis la 3e difficulté que je vois, qui me paraît très importante, c'est l'entourage. Ah, ça n'a pas marché la première famille, on va attendre qu'ils se cassent la gueule. Alors il y a des gens qui comprennent ça très bien. Les grands-parents, par exemple, les grands-parents, ça peut être, j'en suis un, mais ça peut être la plus belle chose du monde, puis ça peut être la pire chose du monde. Quand les grands-parents se mêlent de la vie familiale, c'est épouvantable. Alors, il faut qu'ils sachent se retirer, mais en même temps qu'ils sachent aussi donner une continuité pour que l'enfant se dise « mais au fond, j'appartiens à une histoire, puis mon histoire ancienne, je n'ai pas à la mettre à la poubelle parce que on est dans une nouvelle famille. Non, je garde mon histoire ancienne et mon histoire actuelle va être un enrichissement par rapport à ça. » Et les grands-parents ont un rôle à jouer là-dedans. Les grands-parents, c'est un peu la mémoire collective,
c'est ceux qui racontent les mauvais coups qu'ont fait les parents dans leur enfance. Il ne faut pas trop en dire, mais je trouve ça toujours très amusant quand mes petits-enfants se font chicaner par leurs parents et que leurs parents leur disent « tu n'as pas de bonnes notes, etc. » Et de temps en temps, je me permets de dire quelles étaient les notes des parents ou les problèmes des parents à l'école. C'est pas très correct. Alors, mais au fond, les grands-parents, ils permettent de relativiser les choses, ils permettent de sécuriser les enfants. Alors, s'ils jouent ce rôle-là, ils peuvent être très aidants dans la recomposition familiale. S'ils se retirent en se disant « ben, on va attendre que ça se casse la gueule », ben ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Hein. Donc, et puis, il y a des tas de sentiments qu'on peut avoir vécus au moment de la séparation de notre fils ou de notre fille. Il n'aurait pas dû la lâcher, c'était une fille très bien, elle n'aurait pas dû partir, etc. Il faut mettre ça de côté. C'est une nouvelle vie, c'est autre chose, et ils doivent participer à la construction de cette nouvelle entité. Alors, encore une fois, ça peut être merveilleux, comme ça peut être la pire des choses. Alors, la famille élargie prend beaucoup de place. Parce que tout d'un coup, un enfant, dans une famille où il y a par exemple 2 enfants, 2 parents et 4 grands-parents, il y a 36 triangles possibles, 36 relations triangulaires possibles. C'est beaucoup. Donc on peut faire 36 triangles. Dans une famille où il y a une famille recomposée, où chacun des parents s'étant séparé, a retrouvé un conjoint qui avait lui-même 2 enfants, etc., etc., il y a 2000 triangles possibles. Alors, c'est pas on multiplie par 2, c'est l'infini. Donc, tout d'un coup, les relations vont se multiplier par un nombre incroyable. Donc, il va falloir que la famille établisse des frontières, des limites. Donc, cette famille recomposée, on a besoin de l'aider à établir des points de repère. Pendant un temps, là, il faut qu'elle vive un petit peu sur elle-même, pour ne pas se laisser absorber par les enfants qui nous disent « moi, tu sais, j'ai 4 grands-parents ou j'en ai 6 ou 7 », c'est très fréquent. Alors, ils sont perdus un peu. Alors, ces familles-là ont besoin d'être accompagnées au départ. Et curieusement, c'est les gens qu'on accompagne le moins. On les accompagne le moins parce qu'on attend. On attend de voir ce que ça va donner. Et les services sociaux, à mon avis, ne s'en préoccupent pas assez. On devrait, au moment des séparations, et au moment des reconstructions d'une autre famille, on devrait être très présent pour donner des grands axes aux familles pour qu'ils ne s'éparpillent pas et surtout qu'ils ne se culpabilisent pas. Ils veulent tout maintenir, tout faire. Non, non, centrez-vous sur votre couple, puis centrez-vous sur créer un sentiment d'appartenance auprès des enfants. Et ça, c'est très important.